Voilà, normalement, l'enregistrement a démarré. Ouais, l'enregistrement a démarré, c'est bon. Donc, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Et là, déjà, les 3 interfaces que vous venez de voir, c'est des interfaces qui sont construites avec Google Slides. Donc, c'est ce que je vais vous montrer en fin de cette session-là, comment construire très rapidement un cours avec des Google Slides. Je vais juste, parce que je pense que vous avez un truc noir sur le côté à droite ici. Donc, je vais me mettre comme ça vous allez mieux voir. Donc déjà, on va se demander, la question qui avait été posée pendant le Ask Anything, c'est est-ce qu'il y a une différence entre Blended Learning et online? Alors, Blended Learning, ça veut dire utilisation du online, mais ça ne veut pas dire être online, nécessairement. C'est l'utilisation du online, même quand je suis à l'intérieur du cours avec mes élèves. Donc pour ça, je vous ai mis rapidement un extrait de Wikipédia où c'est marqué dessus, où on nous met, hop, je vais rajouter M. Kwasi, voilà, où on nous met des exemples de types de blended learning qui existent. On nous dit que blended learning, ça peut être en full présentiel, c'est-à-dire j'ai mes élèves qui sont tout le temps dans la classe, mais je me sers de l'outil online pour rajouter de la diversification à mon cours. Donc on va voir comment après, en fait. On peut avoir également du blended learning en rotation. Nous, c'est ce qu'on utilise à Riviera, c'est-à-dire on a 4 jours en présentiel avec les élèves, mais on utilise Canvas pendant ces 4 jours en présentiel. Et en plus de ça, on a un jour online où ils utilisent également Canvas. Et vous, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent très bien la 3e forme, qui est la forme Flex. C'est la forme qu'utilise l'IB dans ses ateliers. Quand vous passez les ateliers de l'IB, c'est cette forme de blended learning à laquelle vous êtes confrontés. Pour ceux qui ont fait les formations catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Donc, c'est pour vous montrer que blended learning, ce n'est pas une chose, ça veut juste dire l'utilisation du online. Après, c'est à vous de voir quelle stratégie est la plus efficace pour justement que ça soit un support à votre cours. Mais ça ne veut pas dire nécessairement ne pas être avec ses élèves. Donc, ça a 3 objectifs, le blended learning. C'était 1, enrichir le cours en ajoutant des nouvelles possibilités à notre classe. Donc, beaucoup d'entre vous, par exemple, utilisent déjà des vidéos, par exemple, ou en mathématiques ou en sciences, on peut utiliser des simulateurs. En langue, on va utiliser des laboratoires de langue ou des enregistrements, des balados, etc. Et tout ça, c'est intégré également à Canvas. Donc, on va pouvoir les mettre à l'intérieur de Canvas. Ça va permettre de différencier. Ça, je pense qu'on vous l'a beaucoup dit depuis le début de l'année. Ça va permettre en plus aux élèves d'aller au rythme qu'ils veulent. Le fait d'avoir accès aux cours, ça va permettre de remplacer le livre de cours ou le cahier d'exercice, en donnant en fait la possibilité à l'élève de revenir à tout moment sur les savoirs et les savoir-faire. Et enfin, la 3e partie, c'est compléter. Parce que l'élève, il peut avoir des questions spécifiques, mais qui ne concernent que lui. Et donc, du coup, on va pouvoir répondre ou éventuellement rajouter même des ressources pour répondre à cette question spécifique. Et ça, cette dernière partie, elle s'intègre très bien dans un apprentissage basé sur la recherche. Parce que dans un apprentissage basé sur la recherche, nécessairement, il va y avoir des questions, et des questions qui ne concernent pas tous les élèves, qui vont être des questions en fonction des besoins de l'élève pour construire son produit final. Et donc, du coup, ça crée ce qu'on appelle, par exemple, au MYP, ce que vous appelez les questions de recherche. Donc, il y a les questions conceptuelles, les questions factuelles, questions invitant au débat. Je pense que ça vous dit quelque chose. Et bien, justement, ces questions-là, on va pouvoir rajouter de nouveau à l'intérieur du cours des nouvelles choses. Ça peut être soit un PDF, ça peut être soit des ressources web, des vidéos, etc. Ça va pour tout le monde déjà, ce débrief sur le blended learning, c'est quoi? Est-ce qu'il n'y a plus aucun doute sur ce que c'est? Vous pouvez m'écrire dans le chat. Mettez un plus si c'est OK, mettez un commentaire si vous voulez dire autre chose. Pas de commentaires, j'enchaîne? OK, je continue. Parfait. Donc, je continue. Hop, on passe à la suite, si Internet veut bien. Donc là, en plus, vous vivez en direct à quoi ressemble un canvas construit. Donc, pour préparer son canvas, il va falloir qu'on reprenne notre cours et qu'on identifie un certain nombre de choses hyper importantes à l'intérieur du cours. Et pour ça, on va revenir sur les fondamentaux de l'IB, qui sont le cycle d'enquête et Bloom, parce que les deux, ils sont connectés. Je pense que taxonomie Bloom, vous avez dû en manger ceux qui ont fait les formations IB.
Et cycle d'enquête, ça doit dire plus de choses peut-être à ceux qui sont ODP. OK? Ces deux outils, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a un souci. Ces deux outils, ils vont être, leur objectif, ça va être d'identifier des topologies d'activités, c'est-à-dire le squelette de notre cours. De quoi est constitué notre cours, en fait. Donc, l'ensemble des activités qui vont nous permettre de questionner, stimuler l'élève, l'ensemble des activités qui vont nous permettre de développer ses compétences de recherche et qu'il apprenne des choses, l'ensemble des activités qui vont nous permettre de fixer les connaissances qu'il vient d'acquérir, éventuellement approfondir et évaluer, et enfin les mettre en action. Donc ça, c'est le produit final souvent. D'accord? Et donc, du coup, le fait d'avoir ça, c'est est-ce que quand je dresse le squelette des topologies d'activités qui constituent mon cours, est-ce que je match bien déjà ces 5 points-là? Ensuite, est-ce que les activités que j'ai identifiées permettent, on voit bien que les deux sont connectés, hein, mettre en action et créer, c'est la même chose. Est-ce que ça matche bien justement tous les niveaux de la taxonomie de Bloom, puisque c'est elle qui sert à construire les critères d'évaluation. ODP, les critères d'évaluation, c'est dans vos évaluations internes. OMYP, c'est ABCD. Et regardez, je vous inviterai après, quand vous lirez plus en détail tous ces documents-là, vous verrez les termes qui sont mis, c'est exactement les termes qui se trouvent à l'intérieur des critères. Et même ODP, c'est exactement les mêmes mots qu'on retrouve dans les mots consignes des évaluations. Donc déjà, on se sert de ces deux outils et on dresse le squelette du cours. À quoi ça sert? C'est parce qu'une fois qu'on va avoir le squelette des activités de notre cours, on va se demander, ces activités, est-ce qu'il est préférable qu'elles soient en présentiel? Alors ça veut dire Canvas utilisé dans le cours avec le prof, ou est-ce que c'est des activités que je vais pouvoir laisser à la maison? Par exemple, des activités que je vais pouvoir donner en devoir maison, mais toujours sur Canvas. Donc ici, je vous ai mis un exemple que moi, j'avais dressé pour les mathématiques. Donc ça, c'est mathématiques niveau sup au dépit. Donc, on voit bien que ce n'est pas des activités précises. Ce n'est pas, par exemple, une activité qui concerne le cours de géométrie. C'est juste des formats d'activités. Par exemple, planifier sa semaine, répondre à des questions initiales, les questions de TDC, des investigations, des cours. Ça reste des trucs très généraux, en fait. Qu'est-ce qui constitue le corps de mon cours? Et est-ce que je matche bien les 5 étapes du cycle de recherche? Jusque-là, ça va? Un petit plus, si tout est OK? Est-ce qu'il y a des questions? J'enchaîne. OK, j'enchaîne. Je vois personne qui écrit. J'enchaîne. Bien. Ah, je vois, Mahaman a une question. Allez-y, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien, Mahaman, je vous entends très bien. OK, en fait, je suis un peu impressionné par le design maintenant, mais mes inquiétudes, est-ce que tout ce que vous venez de dire là, il y a une possibilité de faire, comment on appelle même, un zoom, une vidéo différenciée pour les élèves? Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez. Alors, ça vient plus tard parce que ça, c'est extrêmement spécifique. Ça va être dans le pilotage de mon canvas, comment je gère ces choses-là. C'est plus dans la troisième partie, comment je vais piloter mon canvas. Pour l'instant, c'est vraiment qu'est-ce que je dois préparer pour que ce soit le plus facile possible de l'écrire. D'accord, OK. C'est vraiment ça l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif la semaine prochaine, ça va être tous les points techniques. Par exemple, comme vous venez de le dire, comment on fait une bande verte, ce genre de choses, comment on modifie la police, comment on utilise latex, bon, tous les petits détails annexes. Et la troisième partie, comment je pilote. Donc, je vais faire de la différenciation, comment je fais, je veux évaluer comment je fais, les commentaires, etc. OK. Donc, c'est bon? Super. Oui. Donc, maintenant que j'ai extrait le squelette de mon cours, le squelette d'activité, il va falloir que je me pose une question. Quand est-ce qu'il est le mieux adapté d'utiliser ces activités-là? Pour ça, je me suis librement inspiré de la matrice qui avait été proposée par Jennifer Chang, que je pense que vous connaissez tous, qui est la meilleure vulgarisatrice en pédagogie sur YouTube.
Et l'idée, c'est que au lieu qu'on s'embête à se casser la tête, à se dire quand est-ce que c'est mieux, etc., c'est la matrice qui nous donne la réponse, en fait. À chaque fois qu'on a une activité, on va se demander quel est son objectif. Est-ce que c'est de connecter l'élève au savoir? Est-ce que c'est de mettre l'élève en état de collaboration? Est-ce que l'objectif, c'est développer ses compétences de réflexion ou d'acquérir du savoir? Ou est-ce que c'est un besoin de clarification? Une fois qu'on a identifié l'objectif de nos activités, qu'on a listé précédemment, la matrice nous dit directement quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Donc, présentiel, ça veut dire à l'intérieur du cours. C'est sur Canvas, hein, mais c'est juste qu'on allume Canvas en classe, en fait. Présence ou online, ça veut dire que je peux laisser ça en devoir maison. Ou alors, si jamais on est dans le format du blended learning en rotation, je peux laisser ça pendant la journée online. D'accord? Donc, c'est la matrice qui répond à notre place et qui nous dit, cette activité, il est préférable de la faire en présentiel ou il est préférable de la donner en autonomie. J'aurais dû mettre autonomie à la place de online, d'ailleurs, pour pas qu'il y ait de confusion. Et, par exemple, pour les mathématiques, ça nous donne cet exemple-là. Ah, je vois un commentaire dans le chat. Hop. Oui, tout le monde n'est pas mathématicien, je sais. Chaque matière va avoir des besoins spécifiques et c'est pour ça que, justement, à la fin de cette petite présentation, il y a un espace, vous allez voir dans Canvas, pour mettre les questions. Comme ça, moi, je vais récolter les questions et répondre à chaque groupe aux besoins de chaque groupe de matière. Mais les exemples, je les ai faits avec ma matière. Mais c'est juste pour donner une idée. En français, on peut avoir des planifications hebdo, des questions initiales, des investigations, des exam style questions, etc. Ça reste très générique. Quand on regarde les squelettes, ils peuvent être quasiment identiques dans toutes les matières à 2-3 spécificités près. Donc, voilà un exemple. Donc là, par exemple, j'ai repris les activités que j'ai extraites du cycle d'enquête tout à l'heure et je les ai distribuées. Et comme ça me dit, bah, tiens, par exemple, le cours, donc le cours formel, bah, en fait, il vaut mieux que je le mette en online. Donc, soit que je le donne en devoir maison, par exemple comme du flipped classroom, ou alors que je le mets pendant ma journée où mes élèves sont online. Inversement, par exemple, tout ce qui est clarification, donc par exemple faire les évaluations ou les compréhensions conceptuelles ou les corrections d'exercices, la matrice, elle me dit ça, tu le fais en présentiel. Il faut que tes élèves y soient là parce qu'ils ont besoin du retour direct de l'enseignant. Donc, c'est vraiment pour faciliter cette distribution-là. C'est OK pour tout le monde? Des questions? Donc, bien sûr, ça reste à la discrétion de chacun de faire comme il veut. Mais en fait, ça permet de faciliter. L'objectif, c'est d'avoir un outil qui réfléchit à notre place pour gagner du temps. J'enchaîne? OK, j'enchaîne. Bien. Maintenant que j'ai identifié mes activités, mes formats d'activités, maintenant que je sais ces activités, il vaut mieux que moi, en tant qu'enseignant, je sois là pour les faire, même si c'est sur Canvas, ou il vaut mieux que je délègue ça en tant que devoir maison ou pour la journée online. Il va falloir que je construise une routine. Et ça, cette routine, elle est extrêmement importante. Parce que elle va permettre aux élèves, de gagner en autonomie, parce que ça va les aider dans leur planification, et 2, en plus, dans les compétences d'autogestion, il n'y a pas que l'organisation, il y a également les compétences émotionnelles. Or, dans les publications de l'IB, il est souvent fait référence que les routines diminuent le stress des élèves parce qu'ils savent exactement ce qu'ils vont avoir à faire. Et donc, du coup, à chaque fois qu'ils arrivent en classe, ils savent à quoi s'attendre. C'est-à-dire, quand ils ont une investigation, peu importe sur quoi elle va porter, que ce soit par exemple des manipulations je sais pas, géométriques ou alors que ce soit je sais pas, l'identification d'un champ lexical dans un texte en anglais, etc. Ils savent qu'il va y avoir une certaine procédure à cette chose-là. Ils savent qu'ils doivent ouvrir Canvas, qu'ils vont aller sur un certain type d'activité, c'est-à-dire soit des pages, soit des tâches, soit des discussions. Ils vont savoir exactement à quoi ça fait référence à l'intérieur de Canvas et ils vont savoir comment je réponds à cette activité. Donc, il est vraiment essentiel pour une bonne utilisation de Canvas que ces routines soient mises en place. Souvent, un reproche qui est fait aux routines, qui est souvent lié à une mauvaise compréhension du but,
c'est la répétition, c'est ennuyant. Mais on ne parle pas de répétition du contenu. On parle de répétition du format. C'est-à-dire, quand je fais un TP, comment ça se passe? Tous les profs de sciences connaissent ça. Quand je fais, par exemple, ma réflexion de fin de semaine, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer? Donc, c'est juste la répétition des formats et non pas la répétition des contenus. Donc, en fait, il n'y a pas de question d'ennui. Je vous donne un exemple de routine, par exemple, en mathématiques, donc, que j'avais cette année. Par exemple, le lundi, nous, on démarrait avec ça. On avait d'abord des questions initiales, donc c'est-à-dire on revenait sur la semaine précédente, on regardait ce qu'on allait faire cette semaine, et puis on démarrait avec une petite investigation sur le chapitre de la semaine. Le prochain cours, c'était le mercredi. Donc en fait, le online que vous voyez ici, c'est un devoir maison en fait. Et donc du coup, ils avaient à faire en devoir maison en se connectant sur Canvas, lire le cours, le nouveau cours qui était concerné, et les exercices, qui ensuite allaient être corrigés le lendemain, le mercredi, en présentiel, avec de nouveau une investigation parce qu'elle était faite en groupe, les corrections d'exercices et des étayages. Et on voit, ça correspond parfaitement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la matrice. D'accord? Ça a pu être identifié grâce à la matrice de Jennifer Chang. Ensuite, c'est online que vous voyez ici, c'est notre jour online. Et on a un jour online ici à Riviera. Et donc, du coup, ces exam style questions, ils le faisaient pendant leur jour online. Sauf que moi, je me rendais disponible en plus, puisque on ne parle pas de devoir maison, là, on parle d'un cours, mais qui est fait à distance. Donc, du coup, je n'étais pas connecté 100% du temps, mais j'étais disponible via WhatsApp à toutes les questions et je me connectais si besoin. Et enfin, notre dernier jour de cours, c'était le vendredi. Et donc, du coup, là, j'ai mis tout ce qui était lié au présentiel. C'est-à-dire, on revenait de nouveau sur des choses qu'ils avaient fait en online. On faisait les évaluations s'il y avait besoin de faire des évaluations et les compréhensions conceptuelles parce que la matrice m'a dit de le faire en présentiel. Sachant que 100% de ces activités se trouvent sur Canvas. Il n'y en a aucune qui n'est pas sur Canvas. Toutes sont sur Canvas. C'est juste qu'il y en a certaines, par exemple, vous pouvez le projeter au tableau avec un rétroprojecteur. Ou alors, moi, ce que font mes élèves, ils le mettent sur leur smartphone. Ils prennent leur smartphone, ils ouvrent Canvas et boum, ils s'en servent de liseuse. Et comme ça, ils ont les exercices, les activités directement dessus. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non, zéro question. Je ne vois pas de main levée dans le chat, il n'y a rien. Everyone. Okay. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'était voir tout ça. Donc, je vous invite par la suite à relire tout ce que je viens de très rapidement expliquer. C'est quelles sont toutes les étapes préalables auxquelles je dois penser, qui doivent être hyper bien structurées pour que ça se passe bien une fois que je vais tout transférer sur Canvas. Oui, monsieur Aliou, on vous écoute. Bonsoir, monsieur Rémi. En fait, moi, j'avais une question. Au niveau de votre tableau, je vois en bas Toolbox Modelization. Ah, ça, c'est un truc de maths. C'est un truc de maths, mais dans le cas des sciences, ça, c'est pour des cours en présentiel et online. Mais des gens qui ont des cours présentiels, comment est-ce que le tableau pourrait se présenter? Est-ce que vous pourriez faire un exemple? Bien sûr. Prochainement. Bien sûr. Comme je disais, par exemple, ici, le online, c'est parce qu'il correspond à un cours que nous, on a online. Mais le online d'ici, il ne correspond pas à un cours, il correspond à un devoir maison, en fait. Vous voyez, c'est le lundi, j'ai cours, le mercredi, j'ai cours. Et en fait, le online qu'on voit là, c'est juste le devoir maison qui est entre ces deux zones-là. D'accord? C'est les élèves, en fait, le cours, ils le lisent à la maison. Donc, via Canvas, en fait. Ils se connectent online pour avoir le cours. Ils lisent, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais aller dans mon Canvas de maths. C'est ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je réponds à votre question tout de suite. Je vous montre juste rapidement. Donc, les élèves, donc en gros, ça correspond à chaque semaine. C'était un chapitre, une semaine à peu près. Donc,
ils se connectent et ils lisent le cours. Donc, ils vont directement en cliquant dessus. Donc, c'est très court. Et hop, ils ont du cours, ils ont les règles de mathématiques et un exemple de correction d'exercice sur le cours, avec les choses à retenir, etc. Et ensuite, un lien vers les exercices. Donc, c'est ça donc, ça peut être un devoir maison. En fait, pour ça, je disais online, j'aurais dû l'appeler autonomie. Parce qu'en fait, c'est soit en devoir maison, soit le jour où ils sont online. C'est pour ça que j'ai gardé ce mot-là, en fait. C'est remplacer online par autonomie. Si vous voulez, je vais corriger dans le Canvas. Remplacer online par le moment où l'élève est seul sans le prof. C'est bon, j'ai répondu à votre question, monsieur Aliou? Oui, oui, merci beaucoup. De rien. Alors, Mohamed me demande combien de temps ça prend pour planifier. Nous, à Riviera, on s'est posé 5 jours au mois d'août l'année dernière, pendant 5 jours, du lundi au vendredi, matin, après-midi, on n'a fait que ça. Tout planifié pour que tout soit prêt pour commencer l'écriture. C'est-à-dire, on n'a pas encore écrit dans le Canvas, c'est on prend nos unités, on extrait l'essence du cours, en fait, pour voir justement comment planifier ça. Donc, nous, ça nous a pris 5 jours pour planifier ça. Et 5 jours pour toute l'année. Parce qu'une fois que c'est fait pour une unité, c'est la même chose pour toutes les autres unités. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que votre pratique de Canvas, mais ça, c'est plus la deuxième partie, elle s'améliore au fur et à mesure. Parce que vous voyez très rapidement, au bout de 2 semaines, les trucs qui ne marchent pas. Vous voyez très rapidement les trucs qui ne marchent pas, les trucs qu'il faut réadapter. Et donc, souvent, les premiers mois, il y a beaucoup de réadaptations qui vont faire. Par exemple, des routines qui ne marchent pas, ou des routines qui vont trop vite, des routines qui ne vont pas assez vite. Donc, il y a un petit temps de réajustement là-dedans. C'est bon? Est-ce qu'il y a... J'ai répondu à la question, monsieur Mahaman? Oui, monsieur Aliou, on vous écoute? Oui, ma deuxième question, c'était au niveau de la planification. Dans le cas où des exercices doivent être corrigés en présentiel, alors dans le cas où les résumés du cours ne permettent pas à la majorité des élèves de bien comprendre la leçon, est-ce que la planification n'est pas remise en cause? Parce que ça nous amène, dans ce cas, à revenir peut-être en présentiel sur tout ce qui est mis dans le Canvas. Alors, c'est une très bonne question. C'est à vous de toujours adapter au mieux pour les élèves. Le Canvas, il est là pour créer un support en plus. C'est-à-dire qu'au minimum, ce qu'il devrait y avoir dans un Canvas, c'est le résumé des savoirs et des savoir-faire. C'est-à-dire que, imaginons, l'objectif, c'est que ça soit un support à son autonomie. L'élève, il est tout seul à la maison en train de faire ses révisions. De quoi il se sert? On sait que le cahier, c'est jamais parfait. D'ailleurs, je vous renvoie à une formation qu'on a eue en novembre avec monsieur Conrad Hughes qui parlait justement de ça. Il faut qu'il y ait un endroit où le cours est écrit de manière formelle. Donc, ça peut être un livre de cours ou ça peut être des polycopiés, mais au lieu des polycopiés, comme le faisaient nos anciens profs quand nous, on était à l'école, qui nous donnaient les photocopies, là, et bien maintenant, nous, c'est Canvas à la place. C'est-à-dire qu'au lieu de distribuer nos polycopiés aux élèves, eh ben, on leur donne accès à Canvas et c'est Canvas le polycopier en fait. Donc, Canvas doit être au minimum un livre de cours. Après, on peut l'enrichir en faisant de lui en plus un workbook. C'est-à-dire mettre des activités où ils peuvent charger directement les réponses dedans. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie la semaine prochaine. J'ai répondu à la question? Oui, oui, merci. Parfait. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire un cours en 2 secondes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, ici. Comment avoir un cours propre sans se prendre la tête par rapport à ce que vous faisiez déjà avant? Parce que je sais que souvent, la crainte, c'est de se dire « ça va me prendre un temps infini à écrire ». Ben, en fait, pas du tout. Et il y a une petite astuce pour ça qu'il faut connaître. Je vais vous la montrer. Vous allez… Donc, je vais ouvrir
je vais créer une fausse page. Je vais aller dans Module. Donc, vous remarquez que je ne me sers pas de l'interface. L'interface élève ne passe jamais par le module. Mais si jamais il veut, il peut passer par module, tout est rangé. Mais vous remarquerez que tout à l'heure, quand je vous ai fait la présentation, je suis passé d'une activité à l'autre sans jamais passer par cette interface-là. Parce que cette interface-là, en fait, quand vous allez avoir toutes vos unités, donc quand vous allez avoir par exemple vos 6 unités sur l'année, avec tous les cours à l'intérieur, ça va devenir le bazar, ça va être illisible. C'est pour ça qu'il faut passer par un mécanisme de page de garde pour amener l'élève directement au cours. Donc, je vais créer un faux cours tout de suite, ici, pour vous montrer comment faire ça très rapidement. Donc, on va construire une page, pas besoin d'interaction avec l'élève, c'est juste il a à lire. Donc, je vais l'appeler ma page test. Donc, comment construire un cours en 2 secondes. Donc, j'ai ma page test qui est ici. Donc, ça, je pense que vous connaissez déjà ces fonctionnalités-là. Je vais dans Modifier pour mettre des choses à l'intérieur. Sauf que vous, je pense, vous aviez l'habitude d'écrire ici, ce qui est long et pas facile à designer. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là qui vous amène dans le code HTML de la page. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le code. Je vais vous montrer pourquoi. On va aller dans Google Drive. Et en fait, on va créer un Google Slide. Désolé, hein, c'est un peu long à charger. Donc, je vais aller dans le canvas sur lequel on est en train de travailler. Donc, vous remarquerez qu'ici, on retrouve les noms des pages qu'on a vues tout à l'heure. Je vais aller dans New. Hop, je crée un Google Slide. Et je vais directement taper mon cours ici. Hop. Comme si vous faisiez un PowerPoint. Et je suis sûr, vous avez tous déjà des cours PowerPoint ou des cours en PDF, etc. Ça, c'est des choses que vous maîtrisez déjà. Pas de nouveauté, pas de nouvelles compétences à acquérir. Hop, on va mettre un peu de couleur. Alors, pour les couleurs, parce que j'ai des enseignants à Riviera qui me demandaient le design, comment on fait. Pour le design, il y a Enco, il a déjà tout prévu à votre place. Enco vous a déjà proposé des gammes de couleurs qui sont déjà pensées pour qu'elles soient harmonieuses, le brand de Enco. Et en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout début d'année, j'avais partagé sur Workplace. Alors, Workplace n'existe plus, donc je vous repartagerai le lien. Vous avez partagé ce petit document-là où à l'intérieur, il y a tous les codes couleurs de Enco et j'ai rajouté d'autres codes couleurs qui peuvent être utiles pour le design. Donc, par exemple, je vais prendre le vert Enco ici. Hop. Je vais sur mon Google Slide, je vais lui mettre un titre, voilà. Et puis ça, je vais mettre le fond en vert. Hop, j'appuie sur plus. Donc, je fais coller pour mettre le vert Enco. Ah, j'ai raté. Ah, pourquoi ça ne veut pas? C'était à cause de l'espace qu'il y avait devant. Voilà. Hop, et je vais mettre ça en blanc. Et en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça, hein, le design que j'ai mis, que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà un exemple. Ça, je vais aller prendre le bleu Enco. Hop. Donc je recommence. Couleur, plus. Voilà. Et je vais me mettre en blanc. Donc vous voyez, quand on respecte le design de Enco, c'est déjà joli. Une fois que j'ai ça, donc je veux partager mon cours maintenant à mes élèves. Je vais aller dans File. Et là, je vais sélectionner Publish to the Web. Je clique dessus. Je vais dans Embed. Ici, on s'en fiche un peu des paramétrages. Moi, je mets toujours en large pour que ça soit grand. Et je clique sur Publish. OK.
Et là, vous voyez, il y a un espèce de code bizarre qu'on vous donne. C'est marqué iframe, blablabla, blablabla, plein de choses compliquées. On le copie et on vient le coller ici. Donc, ça se met automatiquement en code HTML sans qu'on ait rien de besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je clique, je reviens ici pour voir si ça s'affiche correctement. Et je vois, oh, j'ai mon Google Slide qui vient de s'intégrer. J'enregistre. Et paf, j'ai un joli cours directement ici. Et il suffit que je mette des slides et l'élève, il a juste à tourner ici et il y a tout le cours qui est directement enregistré. Et comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter avec les mises en forme de Canvas. Vous avez juste à gérer votre drive proprement avec tous vos Google Slides qui correspondent à vos cours. Et vous n'avez pas besoin de vous embêter plus que ça. L'avantage, en plus, c'est, imaginons, je veux faire une modification. Imaginons, je veux, je sais pas, je veux mettre un carré rouge comme ça. Hop, je vais mettre un carré rouge comme ça. Je mets mon carré rouge, clac. Je touche à rien. Je retourne sur ma page Canvas. Quand les élèves vont se mettre dessus, boum, c'est déjà directement fait. C'est-à-dire, imaginons vous avez vu une faute ou n'importe quoi, l'élève ne va même pas voir que vous êtes en train de toucher au Canvas. Vous êtes en train de travailler sur votre Google Slide et ça s'affiche instantanément à l'intérieur de Canvas. C'est pratique, non? Alors, avant de clôturer, je vais vous montrer deux choses. Alors, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, je vais revenir dans Accueil. Je vais vous demander déjà de vous connecter au Canvas et d'aller donc répondre aux questions. Il y a des questions dedans. Donc, quand vous arrivez sur la page de garde de pédagogie et planification, à la fin, vous avez un bouton directement qui vous amène à l'activité question. Vous cliquez dessus. Et donc, du coup, ça, c'est un fil de discussion. Ça va vous donner un exemple de à quoi ça ressemble un fil de discussion avec des élèves. Dans ce que vous faites actuellement, quelles sont les bonnes pratiques ou les éléments que vous allez conserver parce que vous voulez mettre ça à l'intérieur de Canvas? Qu'est-ce qu'il faut que vous planifiez à faire déjà, que vous pouvez penser cette semaine pour avoir des choses prêtes pour la prochaine rencontre de la semaine prochaine? Et est-ce que vous avez des questions en suspens? Donc, pour ça, il suffit de cliquer sur « Répondre » et hop, vous avez juste à taper directement ici. Et vous cliquez sur « Publier la réponse ». Et donc, du coup, là, vous allez voir, dès que vous allez cliquer sur « Publier la réponse », vous allez voir en plus les réponses de tous les autres participants. C'est bon? Également, ce que je vais vous demander de faire, ça va être d'essayer, comme je viens de vous montrer comment construire une page Canvas avec Google Slides, d'essayer de vous construire un petit exemple de cours à partir de l'extraction, je ne sais pas, d'une ou plusieurs activités dans une routine, comment vous aimeriez le faire et comment vous le designerez sur Canvas. Donc, essayez de construire un exemple par vous-même au regard de ce qu'on vient de montrer. Donc, essayez de construire une routine au regard de ce qu'on vient de voir et d'essayer de construire excusez-moi, et d'essayer de construire une page Canvas. C'est OK pour tout le monde? Ça vous paraît faisable? Je vais le mettre ici, je vais modifier. Et comme ça, on verra ce que vous avez fait. Donc, ajouter, présenter un exemple de routine. Un exemple de routine auquel vous auriez pensé. Et construire une page avec Google Slides. Je vais vous montrer du coup comment répondre à ces deux trucs-là. Donc, vous répondez aux questions. Je vais vous montrer comment faire.
répondez aux questions directement. Et ensuite, en dessous, pour nous présenter votre exemple de routine, par exemple, si vous l'avez fait dans un tableau ou ce genre de choses, vous pouvez envoyer des images. Donc, prenez un petit screenshot, hop, vous nous envoyez l'image. Pareil, la page que vous avez construite, prenez un petit screenshot et vous nous l'envoyez. Comme ça, là, on est en participant, là, on est 35. Donc, on devrait voir 35 routines et 35 premières pages. C'est bon pour tout le monde? Alors, Monsieur Glotto demande, est-ce qu'il est possible pour les étudiants de télécharger les leçons quand elles sont préparées de cette manière? Mais du coup, quel est l'intérêt de télécharger? Parce qu'en plus, le problème, effectivement, on peut construire des cours en chargeant des PDF dans Canvas. Sauf qu'on est d'accord, une des problématiques ici, dans notre environnement ouest-africain, c'est les données Internet. Quand vous téléchargez, excusez-moi, j'ai mute, Monsieur Ousmane. Hop, voilà. Quand vous téléchargez, vous consommez énormément de data. Parce que non seulement vous devez charger des pages, et en plus, après, vous devez télécharger un document supplémentaire. Là, une fois que vous êtes connecté, vous êtes connecté. Une fois que la page est chargée, la page est chargée. Même si votre Internet se déconnecte, votre page est là. Elle est utilisable. Et je vous assure que justement, c'est extrêmement pratique. Moi, très souvent, avec mes élèves, j'en ai 18 en maths sup, j'en ai 40 en TDC, Internet est pas toujours gentil avec nous. Ils sont sur leur téléphone, la page est chargée, ça consomme rien du tout en data. C'est quoi? 10 kilos, 20 kilos, pas plus. Donc, ça consomme vraiment rien du tout charger une page web. Il vaut mieux n'avoir qu'une page web à charger plutôt que de télécharger un document PDF, parce qu'un document PDF, je suis sûr que vous avez déjà eu la problématique en voulant les mettre à l'intérieur d'un mail où il vous dit c'est trop lourd parce que ça fait plusieurs mégas. Là, on parle de page web de quelques kilos. Donc, cette solution, au regard de l'environnement dans lequel on est nettement la meilleure. On va prendre encore quelques questions, puis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les directeurs qui sont présents parmi nous veulent rajouter un petit mot, Thierry ou Raoul? Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup, Rémi. C'est très clair. Je suis sûr que entre cette semaine et mercredi prochain, il y aura beaucoup de questions. Attends, excuse-moi, Thierry, je t'ai mal entendu. J'ai mon micro qui s'est détaché. Ok, non, je te remercie déjà pour la session, que j'ai beaucoup appréciée. Voilà. Et je me disais que d'ici la semaine prochaine, lorsque les profs seront essayés à construire une page ou présenter un exemple de routine, ils auront plein de questions pour toi pour la semaine prochaine. Mais déjà, je vois qu'on avance à grands pas. Donc, merci beaucoup. Et j'espère voir de très originales et innovantes exemples de routine et de construction de pages la semaine prochaine parmi nos profs. Vous m'entendez bien? On t'avait perdu, mais tu nous es revenu. Je ne sais pas si tu m'as entendu, moi, par contre. En fait, j'ai cassé mon… J'essaye de le remettre. Non, mais je voulais juste te remercier déjà et te dire que je suis sûr que d'ici la semaine prochaine, quand les profs se seront essayés à de superbes et innovantes et créatives exemples de routine et de construction de pages, ils auront plein de questions pour toi. Donc, je pense que déjà, on avance à grands pas. Et effectivement, ouais, l'idée, c'est… l'objectif de la semaine prochaine, c'est vraiment répondre aux questions techniques. C'est j'ai envie de faire ça, comment je fais? Donc, c'est vraiment à ça qu'il va falloir penser cette semaine. J'ai envie, par exemple, je suis prof d'acquisition de langue. J'ai besoin de travailler les compétences orales avec mes élèves, d'avoir des temps où
ils apprennent à, par exemple, articuler des mots bizarres comme zouf, que moi, je ne sais pas prononcer. Comment je fais pour faire ça sur Canvas? Il existe des fonctionnalités pour faire des enregistrements audio, etc. Donc, c'est vraiment toutes les questions techniques que vous pourriez vous poser. Enregistrez-les et ça va être l'objectif de la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas. Et puis, à mercredi prochain, en espérant qu'Internet et mes écouteurs soient de notre côté. Merci beaucoup, Rémi. De rien, Raoul. Et si jamais vous avez des questions entre-temps, de toute façon, tout le monde connaît mon mail, je pense. Et puis, le mieux, c'est de les poser à l'intérieur de cette interface-là, parce que comme ça, moi, j'y aurai directement accès. Et en plus, surtout, vos collègues vont y avoir accès. Et c'est important de voir les interrogations des autres, parce qu'il est toujours difficile au début, quand on s'approprie un nouvel outil, particulièrement un nouvel outil technologique, de tout envisager. Et des fois, en voyant les questionnements des autres, ça nous amène à d'autres questionnements. Donc, c'est pour ça que ça vraiment utiliser le Canvas, aller répondre à l'intérieur. Comme ça, vous aurez accès aux réponses des autres et ça va enrichir votre réflexion. Voilà. Je vous dis bye bye. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Je vois qu'il y a une question, Yaya, oui, vite, très vite, parce que moi j'ai une autre réunion derrière. Très vite. On vous écoute, Yaya? Non, c'était pas une question? Ok, bon. Allez, je ferme le Zoom. Ciao, ciao.